Je ne vais pas prétendre vous donner une vue complète et totale et exhaustive du système de Marx. Il est trop compliqué et du reste, il n'y a pas de système de Marx parce que le premier volume du Capital a été écrit par lui. Il y a eu des notes de lui qui ont ensuite été préparées, mais le deuxième volume a été rédigé par Engels. Donc, c'est du Marx, c'est du Engels. Et le troisième volume, sur des notes moins nombreuses de Karl Marx, a été rédigé un peu par Marx et beaucoup par Kautsky. Vous voyez donc que c'est une sauce mêlée et que ce que nous connaissons de Marx de sûr sont les écrits de sa vie et le premier volume du Capital, mais l'ensemble de la doctrine est fabriqué par plusieurs esprits qui avaient de la correspondance avec lui, puisque, évidemment, Engels était son camarade, son copain, son collaborateur constant. Mais déjà, Kautsky, c'est moins près. Et puis, enfin, même un camarade et un collaborateur n'est pas identique à un auteur. J'ajouterai à cela que la pensée de Marx est brutale, elle est quelquefois, elle est rédigée dans un allemand très lourd, très compliqué, et comme il a voulu prouver qu'il a réuni des tas de détails, à force de détails, il rend l'idée centrale à peu près inintelligible. On est donc obligé, quand on a un esprit, comme je vous l'ai dit hier, formé par le XVIIIe siècle, et qu'on aime la clarté, on est donc obligé de placer les doctrines de Marx sous un jour très violent, qui n'est pas celui que lui-même donnait, parce que c'était une sauce à l'allemande. Vous savez, ces sauces très épaisses, brunes, et on ne sait pas ce qu'il y a dessous. Donc, ce que je vous donnerai, c'est une vue pratique et pratiquement complète des idées directrices du système. Grâce à ça, vous en saurez plus que 999 sur 1000 des personnes habitant l'Europe. Grâce à ça même, vous pourrez en discuter, et si vous achetez un livre que je vous conseillerais, et ensuite, eh bien, vous pourrez, sur ces bases-là, étudier Marx d'une façon plus complète et plus approfondie, mais en vous méfiant, parce que c'est toujours extrêmement difficile, à moins de connaître l'allemand à fond, et à moins de se méfier beaucoup de tout ce que Marx insinue, dit, affirme et même démontre, parce que souvent il ment. L'œuvre de Marx a plusieurs aspects, mais il y en a deux qui sont les aspects principaux. Il a abordé la théorie marxiste, la théorie communiste, sur laquelle il a mis son empreinte, d'un angle social. C'est donc de cet angle-là que je vais vous d'abord montrer. Mais, d'autre part, Marx, comme étudiant entre 1830 et 1848, s'est trouvé en Allemagne à un moment de grande explosion antichrétienne chez les philosophes, pas dans le peuple, chez les philosophes, et en a profité. Il a été un sous-produit de cette époque impie qui avait une dizaine de philosophes comme Hegel et surtout comme Feuerbach, dont le principal souci était de lutter contre la foi chrétienne. Dans ces conditions, il a prolongé ce système-là en profitant de leur technique intellectuelle et en la transformant. C'est ça que je tâcherai de vous montrer dans la deuxième partie de cet exposé. Et dans la troisième partie, je vous montrerai la critique d'après différents angles. Le premier aspect donc de l'œuvre, c'est un aspect social. Et ici, je vais vous lire quelques pensées de lui, de façon à ce que vous vous rendiez-vous compte vous-même du point de départ qui, à mon avis, est le point de départ de tout. Le point de départ de tout, c'est que la civilisation
toute chose, y compris la religion, est le résultat, le produit du monde matériel et en particulier de tout ce qui sert à la production. Voici une citation de lui dans laquelle vous verrez cette idée, et plus tard je vous en donnerai peut-être une autre plus complète. C'est l'homme qui fait la religion, non la religion qui fait l'homme. Et de fait, la religion est la conscience de soi, le sentiment qu'a l'homme de soi quand il ne s'est pas encore conquis ou bien s'est déjà reperdu. Mais écoutez bien, mais l'homme n'est pas un être abstrait. C'est ça, nous arrivons au cœur de la doctrine, flottant dans le vide, hors du monde. L'homme, c'est le monde de la société produisant. L'homme, c'est le monde de l'homme, c'est l'État, c'est la société. Cet État, cette société produisent la religion, conscience à rebours du monde, parce qu'ils sont un monde à rebours. La religion est une théorie générale de ce monde, son compendium encyclopédique, sa philosophie populaire. Lutter contre la religion, c'est donc lutter indirectement contre ce monde dont la religion est l'arôme spirituel. Donc, vous avez l'homme matériel, qui crée tout ce qui l'entoure, l'État, la société, qui crée la religion. Voilà l'idée martienne. Maintenant, avançons d'un pas. Et voyons ce que c'est que l'homme aux yeux de Marx. La grande différence entre Marx et Feuerbach réside précisément dans, comme nous verrons tout à l'heure, cette différence sur l'homme. C'est pourquoi il est indispensable de bien comprendre ce que Marx dit de l'homme. Voici quelques situations. On peut différencier l'homme des animaux par la conscience, par la religion, par tout ce qu'on veut. C'est pas lui, ça. Il commence, lui, à se distinguer des bêtes dès qu'il se met à produire des vivres, gestes conditionnés par son organisation physique. En produisant leurs vivres, les hommes produisent indirectement leur existence matérielle elle-même. Vivre, c'est d'abord manger, boire, se loger, se vêtir et quelques autres choses. Le premier acte dans l'histoire est donc la production des moyens destinés à satisfaire ses besoins. La production de la vie matérielle, et c'est vraiment un geste historique, c'est la base de toute histoire. Donc vous le voyez, pour lui, l'homme est avant tout un être producteur, un être matériel qui mange, qui boit, et qui est un organisme physiologique. La structure sociale et l'État sont le résultat des fonctions vitales de certains individus, non tels qu'ils peuvent apparaître à leur propre imagination, mais tels qu'ils sont réellement, c'est-à-dire tels qu'ils agissent, tels qu'ils produisent concrètement, tels qu'ils opèrent dans certaines conditions, à l'intérieur de certaines limites matérielles indépendantes de leur volonté. Vous avez là l'une des caractéristiques de la logique marxiste. Il dit l'homme produit tout. Attention, ce n'est pas l'homme intellectuel, ce n'est pas l'homme qui croit penser qui produit la civilisation, c'est l'homme qui agit. Et à tous les détours de l'histoire marxiste, vous verrez revenir cette idée que la chose importante, c'est l'action, que tout ce qui est pensée et tout ce qui est imagination n'est rien, alors que ce qui importe, c'est l'acte, et avant tout l'acte que l'homme fait pour se nourrir, pour manger. Ainsi, il termine cette idée par la conscience. Ne peut jamais être autre chose que l'être conscient. Vous voyez, il ne veut pas que la conscience soit une chose distincte de l'homme. Et l'être des hommes est leur véritable fonction vitale. Voulez-vous qu'on écrive cette dernière phrase-là qui est très bonne?
l'être des hommes et leur véritable fonction vitale. Très bien écrit, monsieur. Alors, rajoutez entre parenthèses idéologie allemande. C'est dans son traité qui s'appelle Idéologie allemande. You understand, Donald? It's all right, yes? He means, you see, that the real man is the man who works to eat and the man who eats, not the man who thinks that he's going to eat. You see the point? All right. Bien. Donc, voilà l'un des points essentiels pour lui. L'homme est une réalité matérielle dans ce qu'il a de plus concret au point de vue chair, mangeaille, et ce n'est pas le résultat intellectuel qu'il méprise. Mais ce qui fait l'homme, essentiellement, donc, vous le voyez, c'est sa faculté de travailleur. Ici, je vais vous citer le commentaire d'un de ses disciples. Le travail est pour Marx le seul moyen de remédier à la dissociation de l'homme et de la nature matérielle. Il apparaît dans l'histoire comme la première nécessité, le facteur initial de l'éveil de la conscience. Il répond aux besoins de l'homme, lui concilie une nature hostile et contribue à l'épanouissement de son auteur. Le travail est essentiellement humain. Il crée un lien unique avec le produit fabriqué dont il constitue toute la valeur. C'est ça la grande idée de Marx, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Il ne souffre pas d'être aliéné. Une fois l'ordre rétabli par la suppression du capitalisme qu'il avait détourné de sa fin naturelle et universelle, le travail deviendra l'expression suprême de l'existence. Dès maintenant, il est pour une philosophie ou une politique communiste un but en soi qui prime toute autre valeur. Donc pour Marx, le travail, une fois qu'il ne sera plus orienté vers la production du capital, sera la caractéristique de l'être humain, sera l'attribut essentiel qui, loin de l'abaisser, comme il est abaissé dans le travail qui est dirigé vers la production d'un capital destiné à autrui, ce qui, vous le verrez plus tard, est une aliénation. Le travail deviendra quelque chose qui complétera l'homme et qui fera de l'homme un être complet, physique, matériel, dur. Mais dans tout cela, alors, comment s'est produit cet horrible phénomène qu'est la production du prolétariat, c'est-à-dire de l'homme qui, au lieu de travailler pour lui-même, travaille pour autrui. Et là, il y a une citation de Marx très drôle que j'ai lue mais que je n'ai pas retrouvée. Hier soir, j'étais fatigué. Je vais vous la dire comme il la raconte. Il dit, au commencement, il y a eu des gens malins qui ont travaillé. Et puis, il y a eu des gens qui étaient braves gens, qui ont bu, qui ont mangé, qui ont regardé le soleil, qui se sont promenés. Et puis, à un bon moment, ils n'avaient plus rien pour bouffer. Et les autres avaient en provision des fruits, la mangeaille, et ils ont été leur en demander. Et les autres ont dit, oui, travaillez, et vous en aurez. Et alors il dit, c'est le péché originel de l'homme. Vous voyez, dans son idée, c'est cela qui remplace le péché originel de la création. C'est-à-dire, le premier homme qui, ayant été négligent pour se faire des ressources à lui-même, a dû travailler pour un autre homme. Il appelle ça le péché originel de la création. Donc, l'homme est ainsi. Et en même temps, il va avoir une autre formule que je crois qu'il faudra que nous prenions parce qu'elle est extrêmement curieuse. Et là, je vais vous la lire dans son texte. Il veut
que l'homme devienne le seul objet de l'attention de l'homme. Et il dit que l'homme doit être le seul Dieu pour l'homme, qu'en dehors et au-dessus de l'homme, rien n'existe, et que tout ce qui est religion, doctrine, attendez, je vais vous dicter une formule assez drôle, et ça c'est ce que vous avez mis, je vais vous donner une doctrine. Écrivez donc ceci entre guillemets: l'homme est un animal qui a été créé par l'homme et il n'y a rien au-dessus de cet animal. Merci bien. Vous voyez donc le démarrage de cette pensée, qui est une pensée strictement matérielle, qui se refuse à toute doctrine idéaliste, qui se refuse à toute religion, et qui même, vous allez voir plus tard, exige la destruction des religions. Son grand ennemi, pourtant ce n'est pas tellement les religions qui n'est qu'un ennemi accidentel, c'est le capital et la classe qui a réuni le capital, c'est-à-dire la classe bourgeoise. Toute la vie de Marx est passée en exaltation, en colère contre la classe capitaliste. Voici par exemple ce qu'il dit. D'abord, il affirme l'existence des classes, ce qui est une chose excessivement douteuse, comprenez-vous. Ça, je vous signale dès maintenant que c'est un des points très faibles de la doctrine de Marx. Mais voici ce qu'il dit. L'évolution du prolétariat passe par diverses phases. Sa lutte contre la bourgeoisie commence avec son existence. Donc, lutte des classes, et vous l'écrirez tout à l'heure, pas maintenant, lutte des classes, forme essentielle de l'activité humaine. Ce sont des ouvriers isolés, écrit-il, qui mènent le combat au début contre des bourgeois isolés, qui les exploitent directement. Ensuite, ceux de toute une usine, enfin ceux de toute une industrie. Ils ne dirigent pas seulement leurs attaques contre les conditions bourgeoises de production, mais aussi contre les instruments mêmes de cette production. Ils détruisent les marchandises de la concurrence étrangère, sabotent les machines, incendient les usines. Ils cherchent à revenir à la situation de l'ouvrier du Moyen Âge. Mais le développement de l'industrie grossit le flot du prolétariat, il resserre des masses plus nombreuses, sa force croît, il s'en rend compte. Les ouvriers commencent à se coaliser contre la bourgeoisie, ils se réunissent pour la défense de leur salaire, ils font même des associations pour assurer leur ravitaillement en cas de révolte. L'antagonisme dégénère parfois en émeute. Cette organisation des prolétaires devient une classe et par conséquent un parti politique. Telle est la genèse, vous le voyez, de la lutte entre l'ouvrier et le capitaliste. Voici un autre aspect de la même question que je vais vous dire toujours d'après Marx, où ceci étaient des phrases de Marx que j'avais un peu abrégées parce que nous serions encore là demain matin si je ne disais pas ça. Donc, l'exploitation, car c'est ça le grand mot, le capitaliste exploite l'étonnante particularité de la marchandise travail. L'expérience avait déjà fait bien des siècles auparavant la découverte que Max a faite. À partir d'un certain moment de l'évolution de la technique et des méthodes de production,
on s'est aperçu que le travail donnait un excédent sur son coût. On s'efforça dès lors d'utiliser la main-d'œuvre de façon à obtenir régulièrement cet excédent. C'est cela l'une des choses qui indigne le plus Marx. C'est que l'ouvrier, travaillant dans une usine ou dans un atelier, travaille d'une façon telle qu'il fait un travail plus considérable qu'il ne serait strictement nécessaire pour sa nourriture. Et le supplément de ce travail ne va pas à son bénéfice à lui, mais va aux bourgeois. Et c'est cela que Marx considère comme un crime social. La vraie destination de l'industrie, qui est de pourvoir les hommes des choses nécessaires à leur vie et d'assurer leur sécurité, a été reléguée au second plan pour créer ce bénéfice. Vous voyez bien, je pense que ça. Et nous reviendrons là-dessus tout à l'heure en discutant l'idée de la plus-value. L'ennemi est donc le capitalisme ou le capitaliste qui exploite l'ouvrier en prenant à son bénéfice ce surplus. Il abuse donc de sa situation et il en résulte entre les hommes une lutte. Et alors là, je vais vous citer une belle phrase que je demanderai à votre camarade d'écrire au tableau. Je vais d'abord vous la lire, ensuite il l'écrira. Voilà cette phrase. L'histoire de toute société est l'histoire de la lutte des classes. Et pour vous, rien d'autre ne compte. Ça compte. L'histoire de toute société est l'histoire de la lutte des classes. Donc, vous écrivez en dessous projet pour la première internationale. Pour Marx, donc, et c'est en cela, vous le verrez plus tard, l'une des erreurs capitales de sa doctrine, ne compte que la lutte entre ce qu'il appelle les prolétaires et ce qu'il appelle les capitalistes. Ça a encore un sens au XVIIIe et XIXe siècle, mais auparavant, ça en a vraiment de moins en moins. Et c'est par là que sa doctrine ne peut pas être une doctrine de portée générale, car ses disciples ont beau s'efforcer d'appliquer ces cadres-là pour expliquer la vie de l'Antiquité grecque et pré-grecque, cela ne colle absolument pas et ne marche pas. Mais enfin. Donc, le tableau pour lui, le tableau de la vie, c'est la lutte entre la classe bourgeoise et la classe ouvrière qui attaque. La classe ouvrière doit mener la bataille sans aucune restriction et sans aucune pitié, ni sans aucun sentiment de ce que nous appelons, nous, l'humanité. Dans ce même programme, voici ce que Marx dit. Toutes les classes qui s'emparaient autrefois du pouvoir cherchaient à assurer leur situation acquise en soumettant la société entière aux conditions de cette acquisition. Les prolétaires, eux, ne peuvent s'emparer des forces productrices sociales qu'en supprimant leur faculté d'acquérir, donc en supprimant les facultés d'acquérir des bourgeois. Et par là, toutes les façons qu'on eut d'acquérir jusqu'à ce jour. Les prolétaires n'ont rien en propre à assurer, mais ils ont à détruire toutes les sécurités et toutes les assurances privées
qui ont existé jusqu'ici. Vous voyez l'orientation vers la violence totale, et vous voyez que la révolution russe a été exactement ce que voulait Marx. Les communistes dédaignent de cacher leurs opinions. Ils proclament ouvertement qu'ils ne pourront parvenir à leur fin que par un bouleversement violent de l'ordre social existant. Les classes dirigeantes peuvent trembler à l'idée d'une révolution communiste. Les prolétaires n'ont rien à perdre que leur chair. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Alors voulez-vous écrire au tableau cette phrase qui est la plus frappante? Les communistes proclament ouvertement qu'ils ne pourront parvenir à leur fin que par un bouleversement violent de l'ordre social existant. Les communistes proclament ouvertement qu'ils ne pourront parvenir à leur fin que par un bouleversement violent de l'ordre social existant. Ça se trouve dans le même essai que le précédent. Donc, l'orientation du travail de Marx, merci beaucoup monsieur, c'est de susciter une révolution. Il pense que toute la vie de l'humanité est orientée vers la révolution ou vers les révolutions. Il pense que la révolution doit être l'objet essentiel de tous les hommes, de tous les prolétaires, conscients et par conséquent le but de leur travail. Et voici ce qu'il écrit. Ce n'est pas la critique, donc c'est rien d'intellectuel, ce n'est pas la critique, mais la révolution qui est la force motrice de l'histoire. Et il développe ça assez longuement, pour créer en masse cette conscience communiste que nous désirons, et pour mener la chose à bien, une transformation massive des hommes est nécessaire, qui ne pourra s'opérer que par un mouvement effectif, et d'autres mots, par conséquent, par une révolution. Que la révolution s'impose par conséquent, non seulement parce que la classe régnante ne peut pas être renversée d'autre façon, mais encore parce que la classe révolutionnaire n'a pas d'autre moyen de se débarrasser des vieilles crasses pour devenir capable de fonder une nouvelle société. Le communisme n'est pas pour nous un État qui doit être créé. Ceci est très intéressant aussi. Un idéal destiné à orienter la réalité. Nous appelons communisme le mouvement effectif qui supprimera la situation présente. Les conditions de ce mouvement sont données par cette situation. Ainsi, pour lui, le communisme n'est pas la doctrine qu'il prêche. Le communisme, c'est l'acte qui créera la révolution. Je vais vous demander de mettre encore au tableau, monsieur. Ce n'est pas la critique, mais la révolution qui est la force motrice de l'histoire. C'est ce qui se trouve dans l'idéologie allemande. Ce n'est pas la critique, mais la révolution
qui est la force motrice de l'histoire. Il développe, c'est dans l'idéologie allemande aussi. Je vous ai parlé hier de Bakounine, qui avait beaucoup discuté avec Marx. Et voici comment il résumait le contraste entre sa doctrine et celle de Marx. Vous n'avez pas à écrire, mais ça vous précisera ce que je vous ai dit. C'est donc un texte de Bakounine, pas de Marx. Bakounine. Marx veut fonder un communisme autoritaire et centralisateur. Il veut ce que nous voulons nous-mêmes, le triomphe de l'égalité dans le domaine économique et social. Mais il le veut dans l'État, par le moyen d'un gouvernement très fort, je dirais même despotique, c'est-à-dire au prix de la liberté. Son idéal économique est un État propriétaire des moindres parcelles du sol et maître de tout le capital qui fera cultiver la terre par des équipes agricoles bien payées sous le contrôle de ses ingénieurs et qui régnera sans réserve sur toutes les associations industrielles et commerciales. C'est un très bon résumé. Nous désirons le même triomphe de l'égalité économique, de l'égalité sociale et économique, mais par la suppression de l'État et de tout ce qu'on appelle encore droit juridique, qui n'est de notre point de vue que la négation du droit humain. Nous voulons rebâtir la société, réaliser l'union des hommes, mais nous ne voulons pas procéder par une méthode qui parte d'en haut en s'appuyant sur l'autorité renforcée des fonctionnaires. Nous voulons la liberté. Vous voyez, les uns sont des communistes marxistes, les autres sont des anarchistes, en vérité. La révolution doit donc se produire de cette façon. Elle ne doit rien épargner, elle doit créer un ordre de fer. Mais ceci ne doit pas être la dernière étape de l'humanité. Marx l'a dit et redit, le marxisme n'est qu'une période intermédiaire et le prolétariat n'est pas fait pour s'y complaire, il faudra ensuite continuer, etc. Voyez donc que dans ce domaine-là, ce n'était pas Staline qui avait raison, ni Lénine, mais c'était vraiment Trotsky. C'était la révolution constante que voulait Marx, une révolution qui se reproduisait d'une façon automatique par le mouvement de l'histoire. Ceci vous donne une vue schématique, mais tout de même une vue assez exacte des attitudes sociales de Marx. Un autre angle, c'est l'angle théorique et philosophique, car malgré tout, il se piquait d'être un philosophe. Il a voulu être un philosophe, il n'a pas voulu être autre chose. Il est l'héritier de deux grands esprits antichrétiens. Le premier, c'est Hegel, qui était un idéaliste prussien qui faisait résider toute chose dans l'idée, l'homme n'étant qu'une incarnation de l'idée, et Feuerbach, qui était un matérialiste, mais un matérialiste qui ne s'abaissait pas à ce degré de grossièreté que Marx a accepté et qui a la chose nouvelle dans Marx. La grande différence entre eux deux, c'est la façon dont Marx a transformé la dialectique de Hegel. Je vous en ai dit un mot hier, mais je vais vous redire aujourd'hui. Pour Hegel, qui avait supprimé la logique de Descartes, ce qui importait, ce n'était pas le syllogisme comme Descartes, mais c'était la dialectique. Donc, la vie, toute chose est opposition sur terre et doit finir par une conciliation. Donc il y a thèse, antithèse, synthèse. C'était là la logique hegelienne. Il cherchait les oppositions et il les résolvait sur le plan intellectuel. Marx a voulu faire la même chose, mais sur le plan matériel et absolument pratique. Voilà une explication de Staline sur ce qui s'est passé. Donc ça c'est de Staline, et pas de Marx. Contrairement à l'idéalisme qui considère le monde comme l'incarnation de l'idée absolue et de l'esprit universel, le matérialisme philosophique de Marx
part de ce principe que le monde, de par sa nature, est matériel, que les multiples phénomènes de l'univers sont les différents aspects de la matière en mouvement, que les relations et le conditionnement réciproque des phénomènes établis par la méthode dialectique constituent les lois nécessaires du développement de la matière en mouvement, que le monde se développe suivant les lois du mouvement de la matière et n'a besoin d'aucun esprit universel. Non, négation de toute la thèse de Hegel. Et ceci est confirmé par une phrase de Engels, vous savez, le grand confident de Marx. Notre conscience et notre pensée, pour transcendantes qu'elles nous paraissent, ne sont que le produit d'un organe matériel et corporel, notre cerveau. Et ceci encore de Marx, le mouvement de la pensée n'est que la réflexion du mouvement réel transporté, transposé dans le cerveau de l'homme. Ceci se trouve au début du Capital. Voilà comment Marx s'est donc opposé à Hegel et comment il lui a substitué cette notion du mouvement matériel à la notion de la logique morale et mentale. Est-ce que vous voulez cette phrase ou non? Avez-vous besoin de ça ou pas? L'avez-vous écrite suffisamment? Vous l'avez écrite, bien. Je continue. Et il faut ajouter à cela, donc vous voyez, ce n'est plus une question de travail intellectuel, c'est une question de mouvement matériel. Car pour Marx, tout est mouvement et tout se réduit toujours au mouvement. Ceci est un commentaire d'un commentateur extrêmement intelligent qui s'appelle Jean Dauja. Il résulte que dans le marxisme, la philosophie n'existe pas sans l'action. De même que, vous le voyez, le communisme n'existe pas dans l'idée du communisme, mais dans l'action. Il en résulte donc que dans le marxisme, la philosophie n'existe pas sans l'action, qu'elle se confond avec l'action elle-même, puisqu'elle n'affirme que ce que l'action lui fait affirmer, en sorte qu'il n'y a pas de philosophie sans action marxiste, que l'action révolutionnaire est de l'essence même de la philosophie, parce que la philosophie n'a pas d'autre rôle que de réaliser l'action matérielle la plus puissante. Pour un communiste conscient de son marxisme, le communisme n'est pas une vérité. Et c'est pourquoi il pourra sans cesse se contredire sans conversion ni hypocrisie, mais en vertu de son marxisme même, et en restant parfaitement communiste. Le marxisme est une action. Ça, écrivez ça. Le marxisme, pour le marxiste, est une action. Dans ces conditions, nous sommes extrêmement loin de la théorie de Hegel et même de Feuerbach, qui après tout restait un philosophe traditionnaliste avec le goût des idées et avec le goût de l'action intellectuelle. Voici un autre aspect du problème encore. Cette fois-ci, c'est une phrase de Marx. L'homme n'est pas un être abstrait, extérieur au monde réel. L'homme, c'est le monde de l'homme, l'État, la société. L'essence humaine n'a pas d'autre réalité que son acte. C'est dans la critique de la philosophie de Hegel. Toute recherche de vérité, toute affirmation de doctrine, toute attitude contemplative doivent être rejetées. Il ne reste qu'à agir, qu'à se réaliser par l'action, en se mettant soi-même au travail et en œuvre dans la lutte et le conflit. Pour Marx, l'homme n'est rien d'autre que l'action matérielle qu'il exerce. C'est là l'essence du marxisme, qui est une philosophie de l'action matérielle pure, un totalitarisme de l'action matérielle. Il en résulte que pour le marxisme, l'homme existera d'autant plus et sera d'autant plus homme qu'il exercera une action matérielle plus puissante. Vous voyez donc que Staline a été éminemment un bon marxiste, parce que s'il y a quelqu'un qui a agi
qui a fait agir les autres, en particulier qui les a tués très activement, c'est bien le cas. Tout ceci, vous le voyez, donc c'est la différence entre Marx et les philosophes précédents. Pour qui la pensée existait, lui, il n'existe que l'action. Du reste, on trouvait déjà dans Goethe, dans les Fausses de Goethe, au début était l'acte. Un autre aspect philosophique de la théorie de Marx, c'est ce mot qu'il emploie constamment, qui est le mot d'aliénation. L'aliénation est le grand ennemi de Marx. L'aliénation est quelque chose qu'il dénonce à chaque carrefour. Toujours, aliénation, c'est le diable. Que veut-il dire par aliénation et comment combat-on l'aliénation? L'aliénation, c'est tout ce qui enracine, assujettit, arrête, attache l'homme, c'est-à-dire la famille, c'est-à-dire la religion, c'est-à-dire tous les liens que l'homme se crée ou accepte et qui l'empêchent de se vouer au travail marxiste que nous avons vu, et au travail par essentiel qui est le travail de production, car l'homme est fait avant tout pour produire, mais pas pour produire comme les capitalistes le font produire à leur bénéfice, mais à son bénéfice à lui. Et en produisant, il faut qu'il se libère de toutes les racines qu'il peut avoir et de toutes les attaches qu'il peut avoir. En effet, dit Marx, le devoir de l'État communiste, c'est d'augmenter le plus vite la quantité des forces productives sans jamais tenir compte des obstacles qui peuvent se produire. Donc, tout ce qui est aliénation doit disparaître. Il faut promouvoir, favoriser tout ce qui a valeur d'action et il faut supprimer tout ce qui peut limiter l'homme dans son action. Voici une autre façon de présenter la même idée. Pour le marxisme, tout ce qui est établi, tout ce qui a stabilité et durée est une abomination, parce que c'est un obstacle à l'action révolutionnaire. Ce dont le marxisme a besoin, c'est du prolétariat. Par le fait du libéralisme qui a supprimé toute institution professionnelle pour ne laisser substituer que des individus isolés, libres, au sens révolutionnaire, autant dire déracinés. Seuls ceux qui possèdent des instruments de travail auront par là une certaine sécurité et un régime établi et durable de vie et de travail. Les autres n'ont pour vivre que la force de leurs bras allouée à ceux qui possèdent les instruments de travail. Ils deviennent des prolétaires qui ne tiennent plus à rien, par rien à une société qui les ignore et ne fait que les utiliser. Marx ne partit point du prolétariat, de sa misère et de sa détresse, de la nécessité de libérer cette classe pour aboutir à la conclusion que le seul moyen d'y parvenir est la révolution. Il parcourut le chemin exactement inverse. Cherchant les moyens pour réaliser la révolution, Marx trouve le prolétariat. C'est donc le prolétariat est pour lui un outil et non pas quelque chose qu'il veut secourir et sauver. Un des marxistes contemporains, Henri Lefebvre, a écrit « Le marxisme ne s'intéresse pas au prolétariat en tant qu'il est faible. » C'est ce qui est le cas des utopistes, des chrétiens, mais en tant qu'il est une force d'action, une force de combat, une force de travail. Le matérialisme historique, dont nous avons déjà parlé, est également pour Marx avant tout un mouvement. Ce n'est pas simplement une doctrine, ce qui serait
une chose idéologique, mais c'est un mouvement. Marx rejette la conception fixiste et dogmatique du matérialisme historique. Son matérialisme est un mouvement. Il refuse de se fonder sur l'idée d'une matière qui apparaîtrait comme la seule vérité. Voici ce que disait Engels sur le matérialisme du XVIIIe siècle. Son incapacité de considérer la matière engagée dans un développement historique le condamne. Cela tenait, disait-il, à la façon métaphysique, c'est-à-dire anti-dialectique, de philosopher à cette époque. Pour Engels et Marx, il n'y a pas plus de vérité matérielle à connaître que de vérité spirituelle, parce qu'il n'y a aucune réalité même matérielle qui existe et qui dure. Il n'y aura jamais que le jeu des forces matérielles en œuvre dans l'histoire, l'incessant changement de force matérielle en lutte. Donc, vous comprenez, si on veut résumer le matérialisme marxiste, c'est une thèse qui présente l'histoire comme un perpétuel changement de forces matérielles en lutte les unes contre les autres, et c'est le changement même qui est le matérialisme historique, ce n'est pas la théorie. On peut encore vous le dire d'une autre façon à préciser cette doctrine. Le communisme, dit Marx, cette fois-ci, dans les morceaux choisis, étant un naturalisme achevé, coïncide avec l'humanisme. Il est la véritable fin de la querelle entre l'homme et la nature et entre l'homme et l'homme. Il résout le mystère de l'histoire et il sait qu'il le résout, parce qu'il supprime tout. Vous voyez ? Dans ce cas-là, il n'y a plus de mystère, puisque tout est supprimé, qu'il n'y a plus que le mouvement de la matière. Le mouvement matériel seul est reconnu comme une réalité. Ce mouvement doit se prolonger indéfiniment. La révolution ne doit pas l'arrêter. Il doit aller constamment de révolution en révolution. Et c'est en cela que je vous le disais tout à l'heure, que les théories de Trotsky étaient plus proches de Marx que les théories de Staline, mais les théories de Staline étaient d'un gouvernement plus facile. Voici ce qu'écrit Marx. Le communisme n'est pas pour nous un État qui doit être créé, un idéal destiné à orienter la réalité. Nous appelons communisme le mouvement effectif qui supprimera la situation présente. Les conditions de ce mouvement sont données par cette situation. Et ensuite, voici ce que dit Engels, qui précise cela. L'humanité ne saurait parvenir à un état parfait. Une société parfaite, un état parfait, sont des choses qui ne peuvent exister que dans l'imagination. Au contraire, toutes les conditions historiques qui se sont succédées ne sont que des étapes transitoires dans le développement sans fin de la société humaine allant de l'inférieur au supérieur. Je pense que cela est assez clair pour vous et que ce n'est pas la peine de fatiguer votre camarade en lui faisant écrire encore ceci. Peut-être je vais vous lire une dernière phrase pour vous montrer ceci. Karl Marx a écrit « Le communisme est une phase réelle de l'émancipation et de la renaissance humaine, phase nécessaire pour l'évolution historique prochaine. Le communisme est la forme nécessaire et le principe énergique de l'avenir prochain. Mais le communisme n'est pas, en tant que tel, la fin de l'évolution humaine. » Voyez donc que même le communisme qu'il crée ne lui apparaissait que comme un moyen temporaire de bouleverser l'humanité. Il pourrait y en avoir d'autres plus tard. Alors, voulez-vous écrire simplement ceci, cher monsieur, qui sera, j'espère, la dernière fois que je vous aurai dérangé. Le communisme n'est pas, en tant que tel, la fin de l'évolution humaine.
Merci infiniment. Ça, c'est dans les morceaux choisis. On a pu se demander si le communisme constituait une morale ou n'en constituait pas. Les Russes ont essayé de faire penser qu'il y a une morale collective marxiste. Pour Marx et Engels, ce n'est pas du tout leur attitude. Ils critiquent toute morale. Ils orientent le marxisme vers la bataille, vers le combat, mais ils ne lui indiquent pas de règles du jeu, tant s'en faut. Ils méprisent la morale catholique, mais voilà, voici ce que Lénine écrit en citant Marx. Marx critique l'esclavage libéral, que la grande industrie a le rôle décisif qu'elle assigne aux femmes, aux adolescents et aux enfants des deux sexes, a imposé aux hommes. Afin d'aboutir à une production socialement organisée et en dehors de la sphère familiale qui pose de nouvelles bases économiques pour une forme supérieure de la famille et les relations entre les deux sexes. Il serait naturellement, dit Marx, aussi absurde de considérer comme absolue la forme germano-chrétienne de la famille que les anciennes formes romaines, grecques, orientales, qui forment d'ailleurs une série de développements historiques successifs. C'est du système de fabrique qu'est sorti le germe de l'éducation de l'avenir, qui unira tous les enfants au-dessus d'un certain âge. Le travail productif à l'instruction et à la gymnastique, etc. Ce n'est pas l'ancienne famille avec son souci exclusif des siens qui va nous former l'homme de la société de demain. Ce qui va nous former l'homme nouveau, la société nouvelle, ce sont les œuvres socialistes, telles que terrain de jeu, jardin, foyer, et tant d'autres encore où l'enfant passera la plus grande partie de sa journée et où de sages éducateurs feront de lui un communiste conscient de la grandeur de cette devise sacrée, solidarité, camaraderie, entraide, dévouement à la collectivité. En somme, le seul dogme de la morale communiste, c'est dévouement à la collectivité. Un point, c'est tout. En dehors de ça, il n'y a rien. Marx, donc, a négligé volontairement tout ce qui était d'ordre spirituel et moral. Pourtant, il avait crié, comme si c'était immoral, au sujet de la plus-value. Or, la plus-value, je vous en ai déjà parlé, la plus-value, il appelle la plus-value ce supplément de travail qui fait le bénéfice pour le producteur et non pas pour l'ouvrier. Mais en fait, là, il s'est trompé, car ce supplément de bénéfice provient aussi et surtout du travail du producteur s'il a bien choisi son matériel, s'il a bien choisi son ouvrier. Donc, ceci est un des nombreux mensonges de Marx. Je vous ai fait un compte-rendu un peu lourd, un peu ennuyeux, mais aussi précis que possible et qui vous donne une idée de la méthode sociale et de la méthode intellectuelle de Marx. Je ne vais pas passer longtemps à la contredire, je n'ai plus beaucoup de temps. Je veux simplement insister sur 2 ou 3 points qui vous montreront à quel point cette doctrine marxiste est loin de satisfaire l'humanité. Elle est toute violence, brutalité, outrance, férocité et souffrance. Il n'a de respect pour aucun être humain. Il n'a qu'un idéal double, la révolution et le travail. La révolution violente et le travail. Peut-on dire que ce soit d'une indubitable vérité? Non. Et que ce soit une vérité prouvée? Non. Il a dit qu'il était un homme de science, là est faux. D'abord, prétendre que ce soit
les moyens de production de l'humanité, qui explique toute l'évolution de l'humanité, est d'une grande sottise. Dès les débuts de l'humanité, l'homme a eu d'autres soucis aussi grands que la mangeaille. D'abord, il a eu le souci de se défendre, il a été le premier, et de se chauffer. Et c'est le feu qui caractérise l'homme, et avec le feu, c'est l'idée que l'homme a eue dès le début de se tourner vers des divinités ou vers Dieu. Par conséquent, il y a là, dans cet axiome de Marx, un a priori qui est aussi a priori que le « je pense, donc je suis » de Descartes, et qui fausse par la suite toute sa doctrine. Le communisme est anti-humain dans tout son développement, car il mène à la souffrance, à la mort et à l'abaissement. De même, il ment sur la plus-value, je viens vous dire un mot, et il suscite une notion de lutte de classe, qui est une notion fausse, car il y a eu de longues époques où il n'y avait pas de classe distincte. Il y en avait plusieurs, et l'effort même qu'ils font en ce moment-ci, eux marxistes, pour créer deux classes nettement définies, le prolétaire et le bourgeois, est un effort faux, car beaucoup de ceux qu'ils appellent des prolétaires sont en réalité des bourgeois, qui ont du bien-être, qui ont des maisons, qui ont des biens, qui ont une propriété privée, et qui seraient bien embêtés de les quitter, car s'il n'y avait jamais, qu'à Dieu ne plaise, un régime communiste en France, les ouvriers de chez Renault, par exemple, perdraient la moitié de leur bien-être, car ils sont en réalité à moitié des capitalistes, surtout les contremaîtres étant bien payés, mais même beaucoup d'ouvriers techniques. Donc tout cela est de l'à peu près, ce sont de grosses affirmations exagérées, poussées trop loin, et qui n'ont eu prise sur le public que parce que nous vivons à une époque grossière, à une époque obsédée de problèmes sociaux, et à une époque de jalousie. Cette jalousie, ce n'est pas Marx qui l'a produit, c'est la démocratie. Le premier péché du monde occidental a été le développement de la démocratie, qui, vous le savez, a été dénoncé par le magnifique et admirable ce document d'un pape du XVIIIe siècle, Syllabus. Donc, c'est là que commence. C'est la démocratie qui installe au milieu des hommes la jalousie, et c'est cette jalousie dont profite le marxisme. L'expérience a été réfutée du reste, en fait, car il n'y a pas de régime qui soit plus pénible, plus dur pour les uns, plus féroce pour les personnes intelligentes, qui soit plus maladroite à gérer ses propres biens, car la Russie de Nicolas II vendait une grande partie de ses produits du sol, elle avait une surproduction énorme. La Russie de Staline, de Khrouchtchev, de Brejnev est obligée d'acheter aux États-Unis du blé et beaucoup d'autres produits qu'elle n'est pas fichue de produire. Donc, le régime tel que l'a conçu Marx est un régime qui ne correspond même pas aux possibilités réelles du monde nouveau. Il y a là une imposture grave. L'expérience l'a montré, et a montré à quel point tout cela était arbitraire et maintenu par la violence et la folie. En même temps, il faut dire que le marxisme ayant supprimé la vie intellectuelle, la vie artistique, la Russie est en ce moment-ci le peuple de l'Europe qui est le plus lourd, le plus arriéré, le moins développé. En sciences, ils ont travaillé parce qu'ils ont des dons magnifiques, mais encore la science a été très gênée par le dogmatisme officiel. Je vous rappelle surtout que les papes, et en particulier Pie XII, ont condamné avec beaucoup de justesse et avec beaucoup d'intelligence et de clarté d'esprit le marxisme. Et je vous conseille, si vous en avez la curiosité, d'acheter ce bouquin de Jean Housset, Le marxisme-léninisme. C'est à peu près la meilleure critique que je connaisse. Je vous le laisse ici sur la table, vous me le rendrez. Il ne m'appartient pas, il appartient à l'abbé Masson. C'était assez clair, oui? Ça allait? Vous avez pigé? Oui? Bien. Si vous voulez me demander des choses, je suis toujours là à l'heure du goûter, vous pouvez me demander.